Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui une introduction au déploiement du serveur ProFTPD sous Linux CentOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous verrons ce que c'est ProFTPD, à quoi cette solution sert. Nous présenterons ensuite notre architecture de déploiement. Après, nous verrons les différentes étapes du déploiement. Et enfin, nous passerons à la mise en œuvre pratique de la solution ProFTPD. ProFTPD est un serveur FTP libre, puissant, parfaitement sécurisé. Il est distribué selon les termes de la licence GNU-GPL. Le fichier de configuration est proftpd.conf et sa syntaxe est presque pareille à celle de Apache. Il permet de configurer plusieurs serveurs FTP virtuels et est compatible IPv6. ProFTPD utilise une architecture modulaire grâce à laquelle son authentification a pu être étendue à LDAP, Radius et SQL. Alors, en tant que serveur FTP, ProFTPD permet de transférer des fichiers par Internet ou par le biais d'un réseau local. Toute personne ayant l'autorisation peut télécharger ou envoyer des fichiers sur ce serveur. Le port par défaut et le plus souvent utilisé est le port 21. D'autre part, la possibilité de transférer entre utilisateurs, locaux ou distants, des fichiers volumineux que la messagerie ne peut supporter est l'une des fonctionnalités la plus importante d'un serveur FTP. Et la solution ProFTPD de Linux est entièrement capable de jouer ce rôle. Alors, sur ce schéma, nous voyons donc l'architecture de la transmission entre un client FTP, c'est-à-dire celui qui envoie des fichiers vers le serveur ou qui les télécharge, et le serveur. En effet, les données sont transmises sur un canal de données dont les ports se situent entre 1024 et 65535 pour le client qui envoie les données et le port 20 pour le serveur. En ce qui concerne le canal de contrôle, c'est le port 21 pour le serveur et le port d'écoute pour le client se situe toujours entre 1024 et 65535. Notre architecture de test se présente donc comme suit. Elle est constituée de deux serveurs. Un serveur Linux sur lequel nous allons déployer le serveur FTP ProFTPD. Un serveur Windows sur lequel nous avons déployé le service réseau DNS et deux postes clients qui vont nous servir de test. À partir de ces deux postes, nous allons installer le client natif FTP de Windows pour pouvoir nous connecter au serveur FTP. Ensuite, nous allons utiliser un navigateur pour nous connecter au serveur FTP et cela par la résolution du nom de domaine que nous allons utiliser justement pour cette connexion. Ce nom de domaine sera configuré sur notre serveur DNS. Le déploiement va se faire en 13 étapes. Premièrement, nous allons configurer le serveur DNS pour la gestion du nom de domaine monftp.com, qui est un nom de domaine que nous avons choisi à l'occasion de ce test. Deuxièmement, nous allons vérifier les paquetages du serveur ProFTPD avant de passer à l'installation en troisième étape. Ensuite, nous allons configurer ProFTPD à partir de son fichier de configuration qui s'appelle proftpd.conf. Cinquièmement, nous allons désactiver SELinux sur le serveur, autoriser ProFTPD dans le parfait Linux en 6e position. Septièmement, nous allons démarrer ProFTPD. Nous vérifierons ensuite le statut du serveur en 8e étape. À la 9e étape, nous allons créer le groupe FTP User à l'intérieur duquel nous allons ajouter deux utilisateurs que nous créerons à l'étape 10. 11e, nous allons affecter des autorisations sur le dossier FTP qui sera justement le dossier d'échange de fichiers entre les deux utilisateurs que nous allons créer. À la 12e et 13e étape,
nous allons faire des tests à partir des PC1 et PC2, selon l'architecture que nous avons expliquée précédemment. Nous passons maintenant à la mise en œuvre pratique du serveur ProFTPD sous Linux CentOS 7. Nous allons donc tout de suite démarrer avec la première étape de notre déploiement, configuration du serveur DNS pour gérer le domaine monftp.com. Alors, je voudrais juste signaler que monftp.com est un domaine fictif que nous avons choisi pour cette présentation. Ce n'est donc pas un domaine public reconnu sur Internet. Avant donc de commencer la présentation, je vais vous présenter l'environnement dans lequel nous allons faire les différentes configurations. C'est donc un environnement composé de 2 serveurs qui ont été configurés sous VMware Workstation, comme nous l'avons déjà fait par le passé dans les vidéos précédentes. Cet environnement a été mis en place lors de la réalisation des vidéos VLI 008, présentation des outils d'administration Linux, et VLI 006, configuration du serveur Apache HTTP serveur sous Linux. Nous avons donc ici notre serveur Linux CentOS 7. Là, notre serveur DNS sous Windows Server 2012 R2. Et ici, nos 2 postes clients Windows 10 qui vont justement nous permettre de faire les tests d'accès et d'échange de fichiers avec le serveur FTP. Il s'agit donc dans cette étape de configurer le serveur DNS pour gérer le domaine monftp.com. Je vais donc me rendre sur le serveur Windows. Et ici, je vais configurer le domaine monftp.com de telle sorte qu'on puisse l'utiliser à partir des postes clients comme je vous l'ai présenté dans l'architecture. Je vais donc lancer le service DNS qui a été déjà installé. Et je vais juste ajouter le domaine monftp.com que nous allons utiliser lors de cette démonstration. Voilà. Donc, dans la zone de recherche directe, vous pouvez déjà voir 2 domaines, monskills.com et montechnet.com, qui sont 2 domaines que nous avons utilisés lors de la configuration du serveur web Apache dans la vidéo VLI 006. Donc ici, je vais ajouter un nouveau domaine. Je fais donc clic droit, nouvelle zone, suivant, et j'ajoute mon ftp.com, je fais suivant, suivant, autoriser les mises à jour dynamiques, suivant, terminé. Voilà. Et dans mon ftp.com, je vais ajouter un enregistrement de type A qui fait référence à notre serveur Linux qui va s'appeler serveur FTP. Son adresse IP, c'est bien entendu 192.168.17.40. Je vais ajouter un enregistrement PTR associé. Je fais OK. Je clique sur terminer.
Et je vais ensuite ajouter un enregistrement CNAME dont l'alias sera FTP. Et dans parcourir, je vais indiquer le serveur dont il est question. C'est donc le serveur FTP. Voilà. Je fais OK. Et voilà. J'ai donc besoin de ces deux enregistrements pour pouvoir gérer mon nom de domaine, mon FTP, pour l'utilisation de mon serveur FTP. Alors, je vais faire un test à partir du serveur DNS en faisant un ping sur ftp.mon.ftp.com. Voilà. Je vais également faire deux autres pings à partir des postes clients qui, eux, sont déjà configurés pour pouvoir joindre le serveur DNS, justement. Ping ftp.monftp.com. Voilà, la résolution se fait donc correctement. Sur le deuxième PC également. ftp.monftp.com. Et voilà. Notre serveur DNS est donc parfaitement configuré pour résoudre le domaine monftp.com. Je vais ensuite changer le nom de mon serveur Linux pour l'adapter au nom que j'ai mis dans mon serveur DNS, à savoir serveur ftp.monftp.com. Je vais donc lancer PuTTY pour me connecter au serveur Linux. Voilà, je suis connecté. Je vais donc faire hostname. Voilà, je vais donc changer ce nom pour l'adapter à la nouvelle configuration que nous sommes en train de faire. Alors, pour cela, je vais me rendre directement dans les fichiers de configuration du serveur en lançant WinSCP. Voilà. Et je vais rechercher le fichier hostname à l'intérieur duquel je peux changer directement le nom de mon serveur. Donc, ce fichier se trouve dans etc. Donc là, nous sommes bien dans etc. Voilà, hostname. Donc, je change ici. J'écris serveur ftp. monftp.com. J'enregistre le fichier et je redémarre le serveur Linux. Je fais reboot. Voilà. Le serveur est ici, il est donc en train de redémarrer. Moi, j'utilise juste les outils d'administration via le poste Windows 10 pour administrer mon serveur. Comme nous l'avons vu, je rappelle encore dans la vidéo VLI 008 que vous trouverez évidemment sur le site web skills-technet.com. J'attends donc que mon serveur Linux redémarre. Voilà.
Je vais donc réinitialiser ma session sur PuTTY. Voilà. Voilà. Voici donc le nouveau nom de notre serveur tel que nous l'avons changé dans le fichier hostname. Le décor est donc planté pour passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, nous allons vérifier la disponibilité du paquetage de notre logiciel ProFTPD dans EPEL. Alors, qu'est-ce que EPEL? EPEL signifie Extra Package for Enterprise Linux. C'est une base de données de paquetage Linux gérée par un groupe de développeurs du projet Fedora. C'est donc dans cette base de données que nous allons vérifier la disponibilité du paquetage du serveur ProFTPD. Et cela se fait grâce à la commande affichée sur cette diapositive. Pour gagner du temps, je vais copier donc cette commande et la coller dans mon interface Linux afin de l'exécuter directement. Voilà, je vais donc copier la commande et je retourne sur mon serveur Linux via PuTTY. Voilà. Et je la colle ici. Alors, faisons très attention. Ici, nous avons la version du paquetage. Si toutefois vous exécutez cette commande et que vous avez un message d'erreur, cela signifie que la version du paquetage a probablement changé. Il faudra donc aller directement sur le site de EPEL en ouvrant un navigateur et en saisissant cette adresse là en blanc afin de lister tout ce qui existe comme paquetage comme je vais le faire maintenant. Je lance donc mon navigateur. Voilà. Et dans la barre d'adresse, voilà. Donc dans la barre d'adresse, j'ai collé l'adresse dont je parlais tantôt et là, j'ai la liste de tous les paquetages de la base de données EPEL selon cette architecture. Et là, je vais donc rechercher mon paquetage qui s'appelle EPEL Release 7.9 noh.rpm. Voilà, donc EPEL Release 7.9 noh.rpm. La version 7-9 peut changer du jour au lendemain. Donc, si l'exécution de cette commande ne fonctionne pas, je vous conseille de venir ici et de vérifier la vraie version afin d'exécuter la commande pour la faire fonctionner. Je vais donc fermer le navigateur et continuer notre présentation. Voilà. Voilà. La mise à jour est donc terminée. La vérification de paquetage a réussi. Nous allons passer maintenant à la phase d'installation de ProFTPD à l'étape 3. Donc, à la troisième étape, nous allons exécuter la commande d'installation de notre serveur ProFTPD. Je vais donc copier la commande et me rendre en ligne de commande et l'exécuter. Voilà, je suis donc sur mon serveur Linux. Je colle la commande et je l'exécute. L'installation de ProFTPD démarre donc. Alors, je rappelle que mon serveur Linux est bel et bien connecté à Internet pour lui permettre de télécharger les paquetages dont il a besoin pour l'installation.
Donc ici, j'appuie sur Y pour valider. Voilà, le téléchargement des paquetages commence. Ici, je fais O pour dire oui. O également. Et voilà, l'installation de ProFTPD est donc terminée. Nous allons maintenant passer à la quatrième étape. Dans cette quatrième étape, nous allons éditer le fichier de configuration de ProFTPD qu'on appelle proftpd.conf et faire les modifications suivantes. Premièrement, nous allons changer le nom du serveur FTPD. Donc, ce nom deviendra ftp.monftp.com. Ensuite, je vais rediriger les logs comme ceci. Et après, par cette directive, je vais demander au serveur ProFTPD de ne considérer que les utilisateurs qui seront dans le groupe FTP User que je vais créer plus tard. Nous allons maintenant éditer le fichier proftpd.conf. Voilà, je retourne donc sur mon serveur Linux via PuTTY. Je vais effacer l'écran pour faire un peu de place. Voilà. Et je vais utiliser WinSCP pour justement éditer le fichier etc proftpd.conf. Je vais donc le rechercher rapidement. Voilà. Donc je retourne dans etc. Je vais fermer la session et revenir. Voilà. Nous avons donc notre fichier ici. Je vais l'éditer. Et rechercher les blocs sur lesquels je vais faire le changement. Voilà. Donc ici, je vais changer ce nom et mettre mon ftp.monftp.com. Voilà. Ensuite, je vais copier les lignes des logs et de la directive des utilisateurs dont je vous parlais tout à l'heure et les copier dans le fichier de configuration. Voilà, je retourne dans le fichier de configuration et je vais désactiver cette directive et coller voilà. J'efface cette ligne parce qu'elle se trouve déjà ici.
J'efface donc celle-ci. Voilà. Je vais enregistrer mon fichier de configuration. Voilà, ce qui met fin à l'étape numéro 4. Nous passons maintenant à l'étape numéro 5. À l'étape numéro 5, nous allons désactiver SE Linux justement pour permettre aux utilisateurs FTP de pouvoir accéder au dossier qui leur sera affecté sur notre serveur pour pouvoir échanger tranquillement leurs fichiers. Parce que lorsque SE Linux est activé, le contexte des fichiers appartiennent au système de sécurité SE Linux. Il va donc falloir faire d'autres configurations pour permettre aux utilisateurs de pouvoir accéder à ces fichiers. Pour éviter donc tout cela, il suffit simplement de désactiver SE Linux, le mettre à Disable. Par défaut, il y a Enforcing. Donc, nous allons le passer à Disable et après redémarrer notre serveur pour permettre aux utilisateurs du serveur FTP de pouvoir accéder aux dossiers qui leur seront affectés sur le serveur. Voilà, je retourne donc sur mon serveur Linux via WinSCP et je vais éditer le fichier de configuration de SE Linux qui se trouve justement dans etc. Donc là, je recherche le dossier SE Linux. Voilà, j'édite le fichier de configuration. Et ici, je vois très bien que SE Linux est à Enforcing. Donc, de Enforcing, nous allons passer à Disable. Après, nous allons redémarrer le serveur pour que cette modification majeure soit prise en compte. J'enregistre le fichier et je vais redémarrer mon serveur Linux avec la commande reboot. Voilà. Donc, je peux voir ici que le serveur est en train de redémarrer. Je vais réinitialiser ma session PuTTY puisque le serveur a fini de redémarrer. Voilà. Je vais vérifier le fichier de configuration SE Linux. Voilà, il est bien sur Disable. Ainsi s'achève l'étape numéro 5. Nous passons maintenant à la 6e étape. À cette étape, nous allons permettre à ProFTPD de pouvoir envoyer et recevoir des paquets à travers le pare-feu Linux. Nous allons donc configurer le pare-feu Linux en conséquence pour que ProFTPD puisse fonctionner correctement avec les clients FTP. Nous allons donc exécuter les deux commandes que voici pour réaliser cette tâche. Je vais donc copier à tour de rôle ces deux commandes et les exécuter sur mon serveur Linux. Voilà, je retourne donc sur mon serveur Linux via mon interface PuTTY et j'exécute la commande. Ensuite, je vais exécuter la seconde qui va me permettre d'enregistrer la directive de communication de mon serveur FTP via le pare-feu. Voilà, je copie donc la seconde commande qui permet de prendre en compte la modification que je viens de faire dans le pare-feu. Je fais entrer. Voilà, les deux commandes ont donc fonctionné. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 7. Alors, à cette étape, nous allons démarrer ProFTPD
Ensuite, nous allons lui demander de démarrer automatiquement à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer avec cette commande. Et nous allons enfin vérifier son statut pour voir quel est l'état du serveur. A-t-il démarré? Est-il arrêté? Qu'en est-il exactement de son statut? Cette commande va nous permettre de le savoir. Je vais donc copier la commande qui me permet de démarrer ProFTPD et retourner sur mon serveur. Voilà, et la coller dans PuTTY. Je fais entrer. Voilà. Je vais également saisir la commande qui permet à ProFTPD de démarrer à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer. Je fais entrer. Voilà. Et enfin, je vais afficher le statut de ProFTPD. Je vais d'abord effacer l'écran. Je rappelle cette commande. Et je mets status. Et voilà. Donc ici, j'ai un point vert qui m'indique que le serveur a démarré. Et là, je vois Active Running, qui veut dire que le serveur est en cours d'exécution. Donc, notre serveur a bel et bien démarré. Jusqu'à ce stade, la configuration se déroule donc parfaitement. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. À cette 8e étape, je vais créer le groupe FTP User dans lequel seront tous les utilisateurs du serveur FTP. Je vais donc copier la commande group add FTP User. Je retourne sur mon serveur et j'exécute cette commande. Voilà, le groupe FTP User vient donc d'être créé. Nous passons à l'étape suivante. À cette étape, nous allons maintenant créer les deux utilisateurs qui vont nous permettre de faire les tests sur nos deux postes clients. Il s'agit de user1 et user2 via les deux commandes ici affichées. Donc cette première commande va me permettre de créer user1. La deuxième commande permet de lui affecter un mot de passe. La troisième commande permet de créer user2 et la quatrième commande va me permettre d'affecter un mot de passe à user2. Je vais donc copier la commande de création de user1. Je retourne sur mon serveur Linux via PuTTY. Je colle la commande. Alors ici, nous voyons le dossier FTP. C'est donc ce dossier qui sera créé sur le serveur FTP afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir s'échanger des fichiers. Donc, cette commande permet à la fois de créer l'utilisateur user1, de créer ensuite le dossier FTP et d'affecter user1 au groupe FTP user. Voilà, je vais donc faire pareil pour user2. Voilà, ce message est tout à fait normal parce que le répertoire FTP existe déjà. Et là, je vais maintenant affecter des mots de passe à chaque utilisateur. Pour user1, pour user2, voilà. Nous venons donc de créer nos deux utilisateurs, le répertoire FTP qui va leur permettre d'échanger
les fichiers et nous les avons également affectés au groupe FTP User. Nous passons maintenant à l'étape numéro 10. À cette étape, je vais affecter les autorisations nécessaires au dossier FTP afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir s'échanger des fichiers à travers ce dossier. Je vais ensuite faire en sorte que le dossier devienne la propriété du groupe FTP User afin que tous les utilisateurs de ce groupe puissent copier ou traiter tranquillement les fichiers dans ce dossier. Je vais maintenant copier la commande correspondante et me rendre sur mon serveur Linux. Voilà, je vais effacer l'écran. Pour faire de la place, je colle la commande, je fais entrer et je vais chercher la seconde commande qui va permettre d'affecter le répertoire FTP au groupe FTP User. Voilà, je vais copier donc cette seconde commande. Et je vais l'exécuter dans mon shell Linux. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 12. À ce stade, la configuration de ProFTPD est pratiquement terminée. Nous allons maintenant tester cette configuration par l'échange de fichiers entre le PC1 et le PC2. Pour ce faire, je vais installer le client FTP natif de Windows 10 sur chacun de ces ordinateurs pour pouvoir entamer mon premier test. Voilà, je retourne donc sur le PC1 pour installer le client FTP natif de Windows 10. Voilà, dans PC, je fais clic droit, ajouter un emplacement réseau, suivant, suivant encore, et ici, je vais taper l'adresse réseau de mon serveur FTP. Donc c'est ftp ftp.monftp.com. Je fais suivant. Alors, je ne veux pas faire de communication anonyme. La communication anonyme signifierait que les gens se connectent sur le serveur FTP sans authentification, alors que là, nous sommes bien dans le cadre d'un réseau d'entreprise. Donc, pour des raisons de sécurité, c'est tout à fait normal que l'authentification soit exigée. Je vais donc décocher cette case et puis mettre le nom d'utilisateur user1. Voilà, je fais suivant. Suivant encore. Et terminé. Voilà. Le raccourci est donc créé vers notre serveur FTP. Ici, je vais saisir le mot de passe de user1 et je fais entrer. Voilà. User1 est donc connecté sur le serveur FTP dans le dossier FTP. Et ici, je vais copier à partir donc de mon poste local des fichiers à cet emplacement FTP. Donc, je fais copier. Je reviens ici et je fais coller. Et voilà. Je viens donc de copier en guise de test tous ces fichiers dans le dossier FTP sur notre serveur
FTP. Logiquement, tous ces dossiers devraient être visibles par user2 sur le PC2. Je vais donc me rendre maintenant sur le PC2. Voilà, je suis donc sur le PC2. Je vais configurer ma connexion au serveur FTP. Voilà, je fais donc clic droit, ajouter un emplacement réseau, suivant, suivant. Ici, je mets l'adresse de mon serveur. Voilà, je fais suivant. Je mets le nom d'utilisateur, c'est user2, suivant, suivant, terminé. Voilà, je vais mettre le mot de passe de user2, 1, 2, 3. Et voilà. Donc, tous les fichiers et dossiers que j'ai copiés à partir du PC1 sont également visibles sur le PC2 et il peut aisément les télécharger. Voilà, PC1, voilà, j'ai les mêmes fichiers et dossiers sur PC2. Voilà. Donc les deux utilisateurs peuvent donc s'échanger des fichiers à partir de notre serveur FTP. Je peux même créer ici un nouveau dossier que je vais appeler DTRO 2. Je fais entrer. Logiquement, ce dossier devra se retrouver de l'autre côté sur le PC2. Donc, je retourne sur le PC2. Je vais actualiser. Et voilà, je retrouve le dossier que je viens de créer. Voilà. Donc, je peux même le copier et le mettre sur mon C. Voilà. Donc, voilà comment à partir du serveur FTP, on peut donc échanger des fichiers dans le réseau local ou bien à distance. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de notre configuration, l'étape numéro 12. À cette étape, je vais utiliser un navigateur pour pouvoir accéder à mon serveur FTP à partir de PC1 et PC2. Je vais lancer mon navigateur Firefox. Voilà. Et ici, je vais saisir FTP / ftp.monftp.com. Je fais entrer. Voilà, je vais m'authentifier avec user1. Je mets le mot de passe. Je fais entrer. Et voilà, je retrouve ici les mêmes dossiers et fichiers que j'avais copiés déjà avec le client natif Windows 10. Je vais faire le même test avec PC2. Je vais lancer Firefox. Je vais saisir l'URL de mon serveur. Je vais entrer. Alors, je rappelle juste que cette résolution se fait grâce au serveur DNS. Rappelez-vous, au début de la présentation, nous avons fait des configurations dans DNS afin de permettre cette résolution. Donc ici, je vais faire user2 et mettre le mot de passe. Voilà, je retrouve donc le même dossier. Donc, avec le navigateur, nous pouvons accéder à notre serveur FTP et avec le client natif de Windows 10, nous avons également la possibilité d'accéder à notre serveur FTP. Voilà, notre présentation s'achève donc ici. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.